Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour toutes celles qui souhaitent se lancer mais qui n'osent pas, c'est-à-dire l'action. Quand on a une idée, un rêve, un projet en tête, il est facile de se perdre dans les réflexions, les doutes, la planification pour que tout soit parfait avant de se lancer. Mais la vérité est que rien ne sera jamais parfait. C'est pourquoi la seule chose qui nous permette de nous diriger vers nos objectifs reste l'action. Et dans cet épisode, je reçois Héloïse qui va nous partager son parcours entre réflexion, doute, procrastination et mise en action. Elle nous racontera en toute humilité ce qui a changé quand elle a voulu se lancer et comment aujourd'hui elle atteint ses objectifs. Bonjour Héloïse, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour Nathalie, je suis ravie d'être avec toi et avec les autres mamans d'ailleurs aussi. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, donc je suis Héloïse, j'ai 39 ans, je suis indépendante depuis environ 1 an et demi et j'aime dire que je suis fondatrice de Serenity Co. En fait, j'ai une double casquette puisque je suis consultante marketing et co-écrivaine de livres business. Ok, on va y revenir justement parce que ton lancement, c'est pas fait forcément tout de suite et tu vas nous raconter tout cela dans les prochaines questions. Depuis quand tu es maman et combien d'enfants as-tu? Alors, j'ai un seul enfant qui m'occupe suffisamment pour 2 ou 3. Il a 9 ans, il s'appelle, Axel, enfin 9 ans et demi, pardon, c'est ultra important à cet âge-là, le demi. Et en fait, c'est un enfant qui est dans le spectre autistique. Donc ça nous donne un planning hebdomadaire assez chargé avec, pas mal de rendez-vous qui s'enchaînent tout au long de la semaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai eu le désir de me lancer en tant qu'auto-entrepreneuse pour avoir la liberté de pouvoir, moduler mon planning en fonction des besoins. Eh oui, c'est essentiel. On en a pas mal des mamans dans notre communauté de la tribu digitale qui font ce choix de devenir entrepreneuses pour justement gérer leurs enfants et surtout en fait les rendez-vous médicaux parce que dès qu'on sort, on va dire, du cadre de ce qu'attend la société, on a pas mal de rendez-vous et forcément on va pas les faire ni le soir ni le week-end, donc on a besoin aussi d'adapter et de moduler notre planning. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Et ben, en fait, au départ, c'est mon conjoint qui avait pris, contact avec toi pour, prendre des informations à l'époque sur la formation de la tribu digitale. C'est assez drôle parce que moi, j'osais pas forcément et lui était allé, poser les questions pour moi et puis finalement, j'ai continué la conversation avec toi et j'ai fini par, m'inscrire à la formation à l'époque Social Media Manager qui débutait fin 2021, l'édition Champagne. Génial. Et oui, tu as été du coup notre première édition. C'est pour ça qu'on l'a appelée Champagne avec notre nouveau nom de marque, effectivement. Si tu étais une femme à impact connue, qui serais-tu? Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. La femme qui m'inspire énormément, enfin même je suis admirative du parcours, c'est Gabrielle Chanel, dite Coco Chanel. En fait, parce qu'elle est
la composition de beaucoup d'éléments que j'aimerais qu'on se rappelle de moi si demain, voilà, je suis plus là, que j'aimerais qu'on puisse dire. Et pour moi, elle incarne à la fois l'élégance et la féminité. C'est quand même une chef d'entreprise à succès. Elle a quand même créé un empire. Alors certes, pas seule, mais elle est quand même à l'origine de ça. Elle est quand même l'icône de son pays de naissance, la France. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus belle réussite au monde. Mm. Elle est intemporelle, elle est créative, elle a été actrice de sa vie, elle a su saisir les opportunités qui se présentaient. Enfin voilà, pour moi, elle a vraiment incarné cette liberté dans un monde patriarcal et en plus, on était quand même sous l'occupation à l'époque, hein, en partie, pour une bonne partie de sa vie, on va dire. C'est vrai, effectivement, qu'elle incarne finalement tout ce qu'on pourrait être en tant que femme et surtout le fait de ne pas être restée dans le moule du patriarcat et d'avoir su, comme tu le dis, saisir des opportunités pour créer une entreprise qui aujourd'hui est reconnue en France, mais aussi à l'étranger. Et peut-être même de plus en plus, enfin, je trouve que ça a plus de poids maintenant à l'étranger que pour nous, parce que nous, c'est passé un peu dans les habitudes. En fait, c'est un peu comme la baguette de pain, quoi. On a l'habitude, ça fait partie de notre patrimoine. Et à l'étranger, pour autant, elle incarne toujours cette femme hyper forte qu'on met aux côtés de femmes comme Marilyn Monroe ou tant d'autres, j'ai plus les noms, mais on a plein, quoi. C'est clair. Effectivement. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel état d'esprit tu étais juste après la formation et jusqu'à ce que nous échangions de nouveau, justement, au téléphone, on va dire quelques mois plus tard? C'est ça. On va dire que environ les 10 premiers mois, pour moi, ils ont été très compliqués. En fait, je sors de la formation. Je pense que une seconde après, il y a le syndrome de l'imposteur qui me tombe sur la tête. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es là? Réellement, tu es légitime. Il y a chez moi une peur de me montrer qui est assez forte du fait de mon passé, parce que je suis une ancienne harcelée scolaire. Donc forcément, aller sur le devant de la scène, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je me dis, mais enfin, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'était vraiment la bonne idée? Je ne sais pas par où prendre les choses. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour bien faire. En plus de ça, à l'époque, j'avais repris avec mon conjoint en octobre 2021 une pizzeria. Donc mon temps est divisé entre finalement la présence à la pizzeria et cette nouvelle activité que j'ai envie de développer. Et puis bien sûr, il y a le temps consacré au rendez-vous d'Axel. Donc une fois finalement qu'on a mis tout ce qu'il faut faire, il ne reste pas beaucoup de temps pour le marketing. Et on ne va pas se mentir, c'est un challenge qui me semble à ce moment-là complètement fou. En plus de ça, ma pizzeria, ça a été mon cas pratique pendant la formation. Et certes, c'était facile, mais quand on en sort, on n'a pas d'avis extérieur sur son travail. Donc finalement, c'est un faux bon choix. Si je pouvais revenir en arrière, je ne ferais peut-être pas forcément le même pour me confronter à un premier avis extérieur finalement que de choisir la facilité de se dire c'est cool, j'ai mon entreprise, je vais le faire pour. Et en vrai, c'était un peu le projet de base. C'était que je voulais me former au marketing pour développer la pizzeria. Sauf qu'en cours de route, ce projet-là évolue de par le chiffre d'affaires qu'on tire de la pizzeria, la prise de conscience que je ne pourrais pas forcément me payer un salaire avec ce qu'on gagne à la pizzeria. Donc, si je veux vivre du marketing, il faut que je change mon fusil d'épaule. J'arrive là, j'ai la sensation effectivement de ne pas en savoir assez, que la formation n'a pas forcément été suffisante, qu'il me manque du savoir-faire, des infos. Enfin voilà, j'ai cette sensation qui me manque et du coup, je mange plein d'autres formations et je crois que c'est pareil une des pires idées du monde parce que finalement, on se noie sous la masse d'informations et on y voit de moins en moins clair. Et en fait, je m'aperçois un matin que c'est plus la posture de chef d'entreprise qui me manque et que c'est de savoir faire des choix, de prendre des décisions toute seule, d'assumer, c'est de savoir comment aller chercher mes clients, de quelle manière j'ai envie de le faire, quelle est la manière qui me correspond et puis quoi vendre, à quel prix, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui l'est pas. Et voilà, et que de toute manière, j'aurais beau faire, il n'y aura personne à côté de moi pour me tenir la main et faire les choses avec moi, pas à pas. Je ne peux pas emmener Nathalie Grimaud avec moi à mon club entrepreneur pour faire ma promotion, quoi. C'est pas possible. Et oui, je peux pas encore me dédoubler malheureusement ou me multiplier. Ouais, on aimerait bien, ce serait réconfortant, mais c'est pas la réalité. C'est vrai. Et c'est vrai que souvent, en fait, on va dire, c'est souvent ce qui revient sur le devant de la scène, c'est de se dire, OK, j'ai appris un certain nombre de choses et maintenant comment je le mets en musique. D'une part, parce que beaucoup d'entre nous, on a été formatés par le salariat et donc on a été formatés avec un boss qui prend les décisions pour nous. Sauf que là, on n'a plus de boss. Le boss, c'est nous. Donc on doit prendre les décisions et on doit assumer lorsque ça fonctionne bien, tant mieux. Mais lorsqu'on fait des erreurs aussi, on peut pas dire ah mais c'est pas de ma faute, c'est parce que c'est le boss qui m'a demandé, c'est mon patron qui m'a demandé, donc moi j'ai fait hein. C'est pas mon problème ou c'est pas voilà de ma faute à moi, c'est parce qu'on m'a demandé de le faire. Et c'est vrai que là, on est responsable aussi bien
de ce qui va bien fonctionner que des erreurs qui vont être commises parce qu'on prend nous-mêmes nos propres responsabilités. Et ça, quand on a été longtemps dans le salariat, c'est souvent difficile les premiers temps de se dire qu'en fait, on est responsable de notre succès, mais on est responsable aussi de nos échecs. Et finalement, c'est pas l'entreprise qui est responsable de l'échec parce qu'elle nous aurait imposé quelque chose qui ne serait pas pertinent. C'est ça, et puis on oublie aussi que avoir un échec n'est pas grave et n'est pas une fin en soi. On a la sensation que si on se trompe, ça va être la fin du monde. Mais non, en vrai, moi, ce que je pense, c'est que ça t'apprend, ça te donne des leçons et ça te permet de rebondir et mieux. Et en fait, quand on sort d'une formation et qu'on veut se lancer en tant qu'auto-entrepreneur et que c'est la première fois, on veut surtout pas se tromper. C'est une erreur, je pense. Ah oui, tout à fait. Bah, l'erreur nous fait beaucoup plus progresser que la réussite, ça c'est sûr. Parce que de l'erreur, on va analyser pourquoi on s'est trompé, qu'est-ce qu'on aurait dû faire différemment, etc. Et on va en tirer des conclusions. La réussite, on va pas analyser pourquoi on a réussi. On a réussi, c'est chouette. C'est cool. Ouais, voilà, on fait la fête, mais on n'analyse pas le pourquoi, qu'est-ce qui nous a amené à cette réussite. Donc, c'est sûr qu'on apprend beaucoup plus de l'échec. Bon, donc du coup, tu te retrouves finalement après cette sortie de formation un peu paralysé avec le syndrome de l'imposteur, à pas savoir par quel bout commencer, etc. Même si pourtant on a vu dans la formation un certain nombre de points, mais finalement, tu es un peu bloqué sur tes décisions. Qu'est-ce qui crée ce déclic qui te permet justement de passer de l'inaction à l'action et quel est ton état d'esprit aujourd'hui versus, on va dire, ces 10 mois pendant lesquels justement tu étais paralysé? Pour commencer, donc le déclic, très basiquement, l'arrivée de la fin du chômage. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est le réveil qui sonne, c'est l'alarme dans la tête et on voit ce délai arriver et on se dit, bon ben voilà, là, il va falloir faire un truc. Donc ça, c'est la première chose. Après, donc notre projet pizzeria se terminait et il y avait quand même cette envie très chevillée au corps, très très forte, de pas laisser passer ma chance, de montrer de quoi j'étais capable. Et en fait, quand on met ces 3 points ensemble, il y a un jour où je me suis dit, c'est maintenant ou jamais en fait. J'ai 3 mois devant moi, c'est tout en œuvre à fond et sans me poser de questions et j'y vais, mais vraiment dans tout ce que je peux faire. Ou alors j'arrête parce qu'à un moment donné, il faut reprendre la réalité, il va falloir nourrir son enfant, il va falloir garder sa vie d'adulte avec toutes les responsabilités que ça sous-entend. Et en fait, on ne peut pas passer son temps à se dire oui, mais peut-être je le ferai demain. C'est pas possible. Donc voilà, donc j'arrive, je pense que c'était un matin de septembre, à me dire c'est maintenant ou jamais et j'y vais à fond. Et en fait, ce qui m'a permis de passer à l'action, c'est de prendre mes premières décisions. Et moi, la première que je prends, c'est de me faire coacher par une amie que j'avais totalement occulté le fait qu'elle était coach d'ailleurs. Et puis en parlant avec mon conjoint, je me dis, mais enfin, pourquoi je l'appelle pas et pourquoi je lui demande pas si elle peut me débloquer sur cette posture que je n'arrive pas à prendre. Donc vraiment la posture chef d'entreprise, puisque moi, j'étais très tempée salariée. Je sortais de 10 ans d'une grande boîte où effectivement, c'est très hiérarchisé. Donc moi, j'avais pas cette notion de prise de risque du tout. Je prenais pas de risque dans mon quotidien. Donc voilà, ça a été ma première décision. Et ce coaching, il se finit fin octobre 2023, quelque chose comme ça. Et de là, je me dis, bon, il va falloir passer à la deuxième étape. Et pour moi, c'est de trouver mon moyen de prospecter. Et donc, à l'époque, effectivement, en sortie de formation, on nous expliquait qu'on pouvait préparer un audit, aller le présenter à des entreprises. Et je suis pas du tout à l'aise avec cette manière de fonctionner. Elle me correspond pas. Ça me fait perdre pied à chaque fois que j'essaye. Donc, je me dis, si j'y arrive pas, il faut trouver une autre solution. Et moi, je découvre les rencontres business. Donc, le fait d'aller boire un verre le soir avec d'autres entrepreneurs ou au petit déjeuner. Et je trouve ça génial. Ça correspond à ma manière d'être, à ce premier contact qui est plutôt dans la discussion. Et puis, l'idée fait son chemin sur la fin de l'année. Et je me dis, avant la fin mars, il faut que j'ai choisi un club dans lequel je m'investis, mais vraiment, et dans lequel je vais chercher du business. Le fait de rentrer dans ce club entrepreneur, ça m'a permis de briser la solitude, de voir qu'en fait, les autres personnes qui étaient chefs d'entreprise étaient juste des gens comme moi. Et ça désacralise les choses et on se rend compte que on peut juste leur parler normalement, que ça va bien aller, quoi. C'est vrai que souvent on se fait un monde alors qu'en fait, on est tous pareils. On a tous les mêmes peurs, on a tous les mêmes problématiques, plus ou moins importantes à régler. Mais effectivement, on se fait souvent un monde, on se dit: «Oh là là, si les chefs d'entreprise, c'est que», alors qu'en fait non, c'est juste une personne, lambda, comme nous, finalement.
C'est ça. Et moi, j'avais perdu ça de vue. Effectivement, je le posais sur son petit piédestal comme une jolie statue grecque. Et je me disais, ouh là là, si lui, il a réussi à faire ça, c'est que fou, il doit être d'un niveau hyper élevé, quoi. Et en fait, bah, tu trinques avec lui à un apéro le soir et tu te rends compte qu'en fait, certes, c'est pas forcément au même niveau que toi, mais ses craintes restent les mêmes. Peut-être que lui, il fait 1 million d'euros par an, mais il va falloir qu'il aille les chercher. C'est 1 million d'euros par an parce qu'il a des charges à payer, il a des employés derrière, il a des gens qui comptent sur lui et finalement, il a aussi peur que toi. Tout à fait, exactement, c'est vrai. Bon, donc du coup, tu te lances, tu te mets en action. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs moyens de prospecter. Il y a le moyen, on va dire, le porte-à-porte, qui t'a pas du tout plu. Il y a la partie réseautage en physique, donc je parle aussi beaucoup en formation. Et puis il y a aussi d'ailleurs d'autres manières comme les réseaux sociaux, etc. Donc il y a vraiment plusieurs manières. Et c'est vrai que c'est bien parce que tu as testé, tu t'es dit, bon, ça c'est pas pour moi, donc je laisse tomber. Ça par contre, ça me plaît, donc je m'investis et j'y vais à fond. Du coup, tu commences quelque part à échanger avec ces personnes, tu commences à discuter. Je crois que tu as aussi maintenant des clients, on va y revenir. Mais tu me disais en préparant cette émission que notamment quand tu as commencé à aller dans ces réseaux d'entrepreneurs, finalement ta posture et ton discours ont changé. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Oui, disons qu'aujourd'hui, j'affirme mon point de vue, notamment concernant le marketing digital. C'est-à-dire que de me confronter à ces gens, de devoir expliquer mon métier, de devoir dire ce que je fais pour eux, comment je vais le faire et pourquoi je suis la mieux placée pour le faire pour eux, ça m'a permis de prendre confiance en cet avis qui reste personnel. Et en fait, je dis maintenant ce que je pense à propos de sujets, de manière de faire. J'assume vraiment mon unicité, si on peut dire, mais en tout cas, ce qui fait que je suis Héloïse et pas Bernadette. Et en fait, ça travaille la relation à l'autre, mais aussi la relation à soi. Et en fait, moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est ma fameuse double casquette, donc la coécriture, parce que à un moment donné, ça m'a permis de sortir du lot, d'avoir une niche plus claire, de pouvoir faire aussi des ventes additionnelles et de fidéliser mes clients. C'est-à-dire que moi, je dis souvent, ben, vendre l'écriture d'un livre avant de proposer une stratégie de lancement, c'est peut-être la bonne idée. Ou alors, je vais me dire, tiens, je vais plutôt lui parler d'optimisation des réseaux sociaux. Mais bon, si je vois qu'il a besoin d'une base email, je peux lui soumettre l'idée que je peux aussi lui écrire un e-book. Et en fait, ça crée des cercles vertueux qui fait que ton client, au lieu d'être sur un one-shot, tu vas pouvoir en fait le fidéliser et faire en sorte de te créer d'autres opportunités avec cette personne avec qui tu as matché. Mm. Et d'ailleurs, je voulais te remercier parce que c'est grâce à toi en partie et en grande partie que j'ai pu développer la coécriture. Parce qu'en fait, en juin 2023, tu fais un webinaire en collaboratif avec Muriel Herbert. Mm. Et c'est comme ça que moi, j'entends parler de ce métier. Donc, je viens à ce webinaire. Je crois qu'à l'époque, le thème, c'était comment bien s'organiser quand tu travailles de chez toi avec tes mamans. Et en fait, je Exactement. ressors de là en me disant, mais attends, j'ai peut-être moyen d'associer deux activités que je kiffe et en plus de pouvoir me démarquer et de vivre de mes passions. Parce que l'écriture, chez moi, c'est une passion que j'ai depuis toute petite. Donc, ça m'a vraiment ouvert encore plus le champ des possibles. Effectivement, et Muriel est top. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup aimé organiser cet atelier auprès des membres de la communauté, déjà pour faire connaître ce métier qui est pas très connu en France, et puis aussi pour parler de notre expérience différente, puisque finalement on est toutes les deux mompreneurs, mais on gère pas forcément exactement de la même manière, et partager avec les membres de la communauté comment nous on s'organise. C'est vrai que c'est toujours des petits conseils qui peuvent faire la différence pour chacune d'entre vous, parce que on a une dizaine d'années chacune derrière nous, momprenariat, et donc forcément on est passé par les mêmes problèmes que vous, les mêmes pertes de temps que vous, etc. Et donc en faire partager et dire voilà, aujourd'hui on en est là, mais voilà ce qu'on a mis en place pour y arriver et voilà les problématiques qu'on a rencontrées, c'est toujours hyper enrichissant pour nous. Et pour nous aussi. La preuve en est hein, de la création de nouvelles possibilités. Et puis même, je me souviens que les conseils qui avaient été donnés étaient quand même assez riches et on était dans la vraie vie. Là, c'est vraiment un partage voilà, de la vraie vie et moi, j'adore ça. Le pragmatique, l'opérationnel, je kiffe. Bon, ben super. En tout cas, merci pour ton retour. Ça nous fait toujours plaisir et je le partagerai avec Muriel. Donc, tu as donc décidé de te différencier en ayant un axe de communication spécifique. Aujourd'hui, ça fonctionne pour toi. Qu'est-ce que tu conseillerais aux mamans qui t'écoutent et qui peut-être peuvent se retrouver dans la posture dans laquelle tu étais il y a quelques mois ou en tout cas au début de ton lancement?
Alors, je dirais qu'aujourd'hui, d'une manière générale, le community management et le digital en général, c'est quand même un secteur qui attire énormément de personnes qui veulent soit un renouveau, soit se réorienter professionnellement pour gagner en liberté. Et notamment les mamans. Donc, on Mm. est plein, toutes les semaines, à sortir de plein de formations différentes et à se lancer sur ce marché. Et en fait, moi, je les inviterais à réfléchir vraiment à comment sortir du lot pour pas être noyé dans la masse. Peu importe si c'est une activité complémentaire, peu importe si c'est un discours ou un trait de caractère, en tout cas quelque chose qu'elle puisse affirmer pour dire ben, je ne suis pas comme Tartampion et Trucmuche. Ça va leur permettre d'avoir ce discours qui en fait n'est pas le même que celui d'à côté et du coup qu'on retient. C'est aussi répondre à la fameuse question, c'est quoi qui fait que tu corresponds le plus à ton client cible? Pourquoi ton client, il aurait envie de venir t'acheter ce service-là à toi? Et quand on commence à répondre à cette question-là, en fait, le discours, il se fluidifie vachement. Et de la même manière, je dirais que le monde du digital, c'est un peu la jungle dans laquelle personne ne te connaît à cet instant précis où tu sors pour s'enlever les pots de saucisson, comme je dis souvent, des yeux. Il n'y a personne qui a attendu que tu débarques sur Instagram ou sur LinkedIn, malheureusement. Je pense, très honnêtement, et tu le disais d'ailleurs, je pense, dans la formation, que tes premiers clients, ils viendront du monde réel, pas du digital. Un jour, oui, le digital t'apportera des clients et ce sera super cool et tu auras peut-être moins besoin de prospecter. Mais en tout cas, au moment où tu sors de ta formation, il faut partir tout de suite dans l'action, dans se mettre en mouvement, parce que s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'opportunité. Mm. Et sur voilà, la sphère digitale, avant de faire son trou, il va falloir quand même quelques mois, quelques années. Enfin, voilà, on ne sera pas tout de suite, tout de suite. Et le dernier conseil, c'est d'écouter son instinct. Il sait mieux que notre conscience qui est bon pour nous ou pas. Et si ça bloque, c'est qu'il faut faire quelque chose pour que ça s'aligne en fait. C'est soit une action pour se faire du bien et réparer quelque chose qui peut être cassé ou qui entraîne en fait un manque de confiance en soi. Ou alors c'est que ce qu'on essaye de faire ne nous convient pas. En tout cas, il faut vraiment écouter cette petite alarme qui dit non, là ça marche pas. C'est vrai qu'effectivement, il faut pas le faire par dépit ou en disant bah, j'ai une situation qui ne me convient pas, bah, tiens, je vais aller là. Il faut vraiment réfléchir et le faire en se disant j'ai envie, ça me plaît, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'aller dans ce domaine-là. Il faut pas le faire en fait, voilà, en se disant bon bah la situation A me convient pas, donc par défaut je prends la situation B parce que lorsque c'est comme ça, c'est difficile de garder la motivation sur le long terme et justement de passer les embûches et surtout de se mettre en action. C'est ça, en fait, il ne faut pas y aller en force. La force, dans ce cas-là, ne sert à rien. Il faut vraiment réfléchir à comment on fait pour tirer le meilleur de ce qu'on a appris de la formation et l'adapter à soi avec ses forces et ses faiblesses qui ne sont pas forcément les mêmes que chacun, en fait. Mm. Il y a plein de manières de faire et c'est ça qui est cool, en fait. Il y a plein de choses à aller explorer. Donc, je pense qu'il faut le voir comme un grand terrain de jeu et non pas juste se dire, alors, je vais appliquer ce qu'on m'a appris parce que sûr, ça marche. Exactement. Merci en tout cas pour ton partage. Alors, quelles sont pour toi les plus grandes leçons de vie que tu as appris justement sur ce chemin de l'entrepreneuriat et que tu souhaiterais partager dans cet épisode? Alors, j'en ai retenu 3. La principale, c'est que sans action, il ne se passe rien. Mais Mm. never. C'est pas possible. Et si moi, j'avais pas décidé de faire au minimum une rencontre entrepreneur par semaine sur la fin de l'année, je serais toujours pas connue sur mon bassin actuellement de réseautage et ouais, de réseau physique. Donc, en fait, il faut vraiment décider de passer à l'action. La deuxième, je dirais que c'est un chemin. On est seul aux commandes, certes, mais il ne faut pas s'isoler. Parce qu'en fait, appartenir à un club entrepreneur ou à un groupe, peu importe hein, finalement, même si c'est 3 personnes qu'on a rencontrées et qu'on va boire un café tous les samedis matins parce que ça nous plaît, c'est important d'avoir cet échange avec des personnes qui vivent la même chose que nous. Parce que sur une simple discussion, et on l'évoquait, en fait, ça peut faire tilt et débloquer un truc qui était bloqué depuis 3 semaines, alors Mm. qu'il a suffi de 2 mots échangés et ta vision des choses, elle a totalement changé. Exactement. Et la toute dernière chose, c'est qu'il faut savoir investir dans son business et dans son succès. Vraiment investir financièrement. C'est-à-dire que comme on investit dans une formation, je pense qu'il est important de, si on en a besoin bien sûr, hein, se faire accompagner par des gens qui vont t'apporter ce qui te manque. Moi, par exemple, j'ai vite compris que j'avais un problème sur le côté commercial de ma situation. Je faisais plein de cafés avec des entrepreneurs, je me faisais plein de potes et je ressortais jamais avec un devis signé. Et donc, je me suis dit, j'ai un problème. C'est pas possible, ça fait 10 que je fais, je signe rien, il y a un souci. Et donc, j'ai décidé d'investir dans une coach business. Et à l'époque où je la rencontre, je lui dis clairement, je pourrais pas te payer. Si on ne débloque pas du business, j'ai pas le moyen de te rémunérer. Et elle me dit, on s'en fiche, on va faire en sorte que ça s'autofinance.
Et la beauté du jeu, c'est qu'on y est arrivé. Alors, pas sans rien faire, hein, on revient au conseil numéro 1, la mise en action, mais on y est arrivé. Et donc, du coup, tu as pu la rémunérer parce que tu as débloqué et que toi-même, tu as rentré des clients. C'est ça. Comme je me suis fait du pognon, j'ai pu la payer. Exactement. Bon, génial. Et c'est vrai que ça, souvent, c'est un des freins que je vois, en tout cas dans la communauté. C'est lorsque vous vous êtes formé, finalement, vous continuez pas à investir en vous. Alors que ce soit en temps, en argent, en accompagnement, il y a plusieurs manières hein, de continuer à investir. Mais oui, il y a besoin régulièrement parce que même parfois, même lorsque l'entreprise est lancée, bah, vous avez besoin de passer un palier. Vous avez besoin, par exemple, de sous-traiter, etc., etc. Et donc, c'est pas les mêmes problématiques et on n'est pas forcément formé. On va dire, lorsqu'on est salarié, on n'est pas forcément formé à ces problématiques-là et donc on ne sait pas comment les gérer au quotidien pour que ce soit fluide. Donc effectivement, je te rejoins complètement. Se faire accompagner tout au long de son activité business, c'est essentiel pour continuer à grandir, pour continuer à évoluer et pour faire face finalement aux nouvelles situations que l'on peut rencontrer, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Ah oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment ne pas s'arrêter d'être en mouvement finalement. On Mm. revient toujours à cette idée de mouvement. Je crois que c'est ce que j'ai appris de plus dans mon parcours d'entrepreneur. C'est que vraiment, en fait, il faut avoir conscience des choses. Et si on ne sait pas, aller débloquer de la manière qu'on souhaite, mais aller débloquer pour pouvoir continuer à être dans cette action. Parce que sinon, effectivement, on n'est pas entrepreneur. On est dans une posture de salarié qui attend qu'on lui donne la solution. Et Mm. aujourd'hui, c'est pas ce dont on a besoin. On a besoin d'être acteur de notre vie. Et je pense que c'est vraiment ça, entreprendre. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ben, merci en tout cas pour ces 3 conseils. Pour finir notre interview, est-ce que tu pourrais nous partager ta plus grande réussite ou ta plus grande fierté ou encore un moment particulier en lien avec le sujet du jour? Alors, ma plus grande fierté, c'est vraiment d'arriver aujourd'hui à mener de front mes activités, de consultante marketing, avec notamment le lancement en septembre donc je suis plutôt très, très fière parce que je vais me mettre en zone de danger plus, parce qu'il va falloir parler à plusieurs personnes en même temps, mais c'est hyper challengeant et j'adore ça, je n'attends que ça. Et en parallèle, je suis en train quand même de coécrire 2 ouvrages sur l'été. Donc finalement, vraiment les 2 activités se développent, en parallèle et je trouve ça trop bien. Et le moment marquant, je dirais, dans mon année, ça a été le mois de mai, parce que ça a été, comme on dit souvent, le mois de la récolte. C'est-à-dire que toutes les graines que j'avais semées, et notamment dans mon club entrepreneur, sont tombées sur le mois de mai. Donc c'était ultra flippant, parce qu'il fallait réussir à répondre à tout, faire tous les rendez-vous pro et closer, comme on dit en commercial, les fameux devis. Et à la fois, c'était hyper grisant parce que tu ressens en fait vraiment tout ce que tu as mis en œuvre pour en arriver là, c'est là maintenant que tu l'as. Et ce sentiment, je crois que je l'ai ressenti que dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment, putain, ça c'est moi qui l'ai déclenché, c'est mes opportunités. Voilà, j'y suis en fait. C'est le j'y suis, je crois. Ouais, ouais, c'est cette réussite un peu qu'on peut voir d'ailleurs. Alors, comme on est en année de JO, même si les JO sont maintenant terminés, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire l'effort qu'ont fait les sportifs pendant des années, des années, des années, et qui aujourd'hui payent pour aller chercher une médaille d'or, d'argent, etc. C'est un peu la même chose dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on a fait des efforts pendant des mois ou des années, et puis tout d'un coup, bim, on a en fait la récolte de ce qu'on avait travaillé pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et effectivement, comme tu le dis, c'est hyper grisant. Ah mais grave, mais c'est vraiment ça. Moi, tu me mets un podium, je suis sur la première marche et bon, j'ai pas leur sobriété. Moi, je fais la danse de la joie sur la première marche, mais mais c'est vraiment ça parce que c'est tellement et puis c'est tellement énergisant en fait. Une fois que tu as goûté à ça, tu n'attends qu'une chose, c'est que ça se reproduise à nouveau. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je me mets dans cette zone d'inconfort qui est de lancer un bootcamp parce que je me dis, ben, je veux monter d'un niveau, je veux aller plus loin et je suis sûre que ça va être génial. Et il y a du coup moins de peur de cette prise de risque qu'on avait tout au début où on sort de notre formation et on n'ose rien. En fait, une fois que tu as gagné une fois, tu oses pour regagner une seconde fois et tu te dis, mais si, c'est possible puisque je l'ai fait la dernière fois. Exactement. Ouais, tout à fait. C'est vrai que je vous le dis souvent en formation, c'est toujours la première fois qui fait le plus peur. Ouais. Une fois qu'on a fait une fois, en fait, on se rend compte que finalement, c'était fait une montagne de pas grand-chose et que c'est possible. Alors, bien sûr, il faut se donner les moyens, hein, on n'a rien sans rien et tu l'as bien dit, sans action, il ne se passe rien. Mais du coup, on se dit, waouh, je l'ai fait une fois, donc je suis capable de le refaire. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, etc. Et donc, en fait, on enclenche après le cercle vertueux où on va se mettre en action à chaque fois pour atteindre nos objectifs. Ouais, c'est exactement ça.
Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, merci pour ton partage aujourd'hui. Merci aussi à celles et ceux qui ont écouté ce nouvel épisode qui montre que passer à l'action, c'est bien plus qu'un simple conseil, c'est un impératif pour toute maman qui souhaite travailler différemment et atteindre ses propres rêves, car, comme je le dis souvent, nous n'avons qu'une seule vie. Comme nous l'avons vu d'ailleurs aujourd'hui avec Héloïse, c'est l'action qui transforme les idées en réalisation concrète. Alors n'oubliez pas que chaque succès commence par un petit pas, un geste, une décision. Si vous aussi vous souhaitez changer de voie, mettre en place un projet ou tout simplement suivre votre rêve, c'est donc à vous de décider quelle sera votre première action, peut-être juste après cet épisode, que vous pourrez mettre en place pour pouvoir atteindre vos objectifs. Souvenez-vous que quoi que vous souhaitiez faire, la seule chose qui puisse vous permettre d'atteindre vos objectifs, c'est encore et toujours la mise en action. Il n'y a pas d'autre secret pour y arriver. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui donner un like, un commentaire pour lui donner de la force ou encore à le partager. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.